Live depuis le restaurant des Jardins de la Santé où on a déjeuné il y a, je sais pas, une petite heure, une bonne heure plutôt, avec des nouveaux amis qui sont venus d'un autre lieu, d'un autre écolieu entre guillemets, qui s'appelle l'Aloe d'Agafay, créé par une dame qui s'appelle Béatrice Bonner, qui est là en train de visiter là, les Jardins de la Santé avec son compagnon Guillaume. Et donc, on a déjeuné là dans le cadre de la magnifique salle de la cuisine là derrière, puis la salle à manger, les jardins de la santé. On a passé donc un excellent moment. Et en fait, aujourd'hui, je démarre depuis ici pour vous emmener un petit coup de l'autre côté, là du côté du jardin, bien sûr, pour vous montrer d'abord mon magnifique. Ça s'appelle une courge slaoui en marocain, mais également une massue d'Hercule en français, ou une calebasse de Sicile. Et comme vous pouvez le voir, elle commence déjà à être un petit peu colonisée là par des petits moucherons, mais surtout, regardez-moi toutes ces graines à l'intérieur. Donc, elle s'est fendue, en fait, elle s'est ouverte, elle a décidé que c'était le moment. Et donc, il y a ces graines là qui continuent à mûrir. Et ça, en fait, ça a poussé chez moi, en fait, à la maison, dans le petit jardinier qui a à l'entrée de la maison hein, de mes parents. Et regardez-moi, c'est une énorme courge en fait. C'est rare de les voir avec cette forme-là, avec cette taille-là. Donc je suis super heureux de l'avoir emmené jusqu'à ce stade en sachant que c'était pas gagné d'avance. Et donc là, voilà, ça va produire un paquet de graines. Là, il faut encore qu'elles mûrissent un petit peu. Et la courge là, oui, c'est juste génial parce que c'est extrêmement résistant. Une fois que ça va sécher, ben, on pourra faire de ça une calebasse pour le coup sèche, hein, qu'on pourra évider, s'en servir par exemple pour mettre de l'eau dedans ou faire je ne sais quoi d'autre. En tout cas, faire un récipient, ça peut être un bol par exemple, hein, typiquement. C'est ce genre de courge. Donc, c'est pas la première courge slawi que je produis, entre guillemets, mais c'est assurément la plus grosse, quoi. Elle est énorme, quoi. Tous les gens qui la voient, ils disent, ouah, c'est énorme. Et en fait, ça s'appelle une courge massue d'Hercule, c'est pas pour rien, c'est parce que vous pourrez carrément foutre un coup de massue à quelqu'un avec ça. Donc, voilà pour ça. J'espère que les graines vont correctement mûrir. Elles doivent encore s'assécher un petit peu pour pouvoir commencer à germer. Donc, elles vont continuer à mûrir entre guillemets à l'intérieur en puisant là, dans ce circuit là, filamenteux. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà pour cette étape-là. Hop là. Et là, je vais vous présenter mes petits copains. C'est vraiment devenu mes meilleurs amis. En fait, c'est tout simplement le meilleur ami du jardinier. C'est le ver de terre. Donc là, il y en a un petit paquet que j'ai. Je vais peut-être essayer de me rapprocher un petit peu de la lumière pour que vous les voyez bien. Sachez que eux n'aiment pas la lumière. Tout ce qui est tout l'opposé du photographe ou du vidéographe qui adore la lumière, car photographie, ça veut dire écrire avec les photons, écrire avec la lumière. Donc eux n'aiment pas la lumière, donc ils se cachent quand ils voient la lumière. Mais là, au moins pour que vous puissiez un petit peu les voir, je vais leur faire leur causer ce petit désagrément. Voilà, voilà notre premier, ici là. Hop là. Donc là, on voit que celui-ci, ou celle-ci d'ailleurs, parce qu'ils sont hermaphrodites, est enceinte. Il porte un petit anneau là qui s'appelle, j'ai oublié son petit nom, mais là, voilà, il s'est enfoncé là à l'intérieur. J'espère que ça se voit correctement à l'image. Ouais, on dirait que ça se voit. Vous savez, j'ai pas de caméra arrière, j'ai que la caméra avant, donc généralement j'y vais un petit peu après. Donc merci de votre indulgence pour la qualité du cadrage. Donc voilà, on voit là ici, voilà, vous le voyez ici là, ce clitélium, ça s'appelle, voilà. Donc ça c'est un petit anneau qui va en fait remonter jusqu'à sa bouche, qu'on voit là en train de se déplacer ici, en train de bouger. Donc le clitélium va se déplacer comme ça jusqu'à sa bouche, il va le lâcher. Et c'est ça qui va donner en fait un œuf en fait qui va produire les nouveaux vers de terre. Donc celui-ci, on voit qu'il a un clitélium qui est marqué, donc il est enceinte entre guillemets. En tout cas, il est prêt à, enfin, il n'est pas encore enceinte, pardon, mais il est prêt à s'accoupler pour ensuite, avec le biais de ce clitélium, qui va circuler en fait le long des différents anneaux. Et je crois que c'est à l'anneau 14, il va récupérer les spermatozoïdes, et à l'anneau 9, il va récupérer les gamètes femelles. Et c'est comme ça en fait qu'ils vont se féconder dans le clitélium et il va le lâcher. C'est absolument dingue le phénomène, le mécanisme en fait
de, euh, de fonctionnement des vers de terre, des lombrics. Ouais, Eddie, je parle des lombrics. Le phénomène, la manière dont fonctionnent les lombrics, c'est juste hallucinant. Donc voilà, là je vous présente mes petits amis que j'ai isolés là pour l'instant, et je vais vous emmener en fait les déposer. Donc là-dedans il y a des coquilles d'œufs que j'aurais pu broyer d'ailleurs plus finement. Il y a du crottin. Crottin de vache, il me semble, je crois, ou de cheval peut-être. C'est pas de la bouse de vache, pardon, c'est du crottin de cheval, effectivement. Et il y a leurs propres excréments. Il faut savoir que les vers, en fait, se nourrissent de leurs propres excréments. 50% de ce qu'ils ingèrent, c'est leurs propres excréments, donc ils refiltrent à nouveau. Et c'est juste dément, quoi, comment fonctionne cet animal. On nous parlait beaucoup des abeilles comme étant l'animal qui est le plus important, entre guillemets, pour la fécondation des plantes, etc., pour que ça puisse... pour que la pollinisation puisse se faire, mais moi je ne savais pas que le ver de terre avait une pareille importance également pour les écosystèmes vivants. Bref, c'est hallucinant. Donc là vous voyez avec la lumière, ils se sont tous cachés, on voit un petit anneau là qui dépasse, enfin, voilà. Vous voyez, mais ils ne supportent pas la lumière, donc c'est pour ça qu'il faut toujours qu'ils soient recouverts, enfin toujours, ils ne vont pas mourir hein, s'il y a un petit peu de lumière, mais voilà, ils se mettent en danger quand il y a la lumière, ils sont à la merci des oiseaux, d'autres prédateurs, des hérissons qui sortent d'ailleurs pas dans la journée. Les hérissons, généralement, eux aussi, quand ils sortent pendant la journée, les mouches leur tombent dessus. Donc ensuite, ils sont infestés de larves et ça ne le fait pas. Mais bon, ils ont quand même des prédateurs et donc ils n'aiment pas la lumière. Donc il faut toujours les recouvrir et que ce soit humide, car l'humidité en fait est ce qui leur permet en fait de se propager, plutôt de se mouvoir dans leur environnement. Et donc ils produisent en permanence du mucus. Le mucus est ce qui leur permet donc de glisser sur les différentes surfaces en fait sur lesquelles ils évoluent, que ce soit des surfaces minérales ou des surfaces organiques. C'est en fait ce mucus qu'ils produisent en fait qui est de l'azote typiquement. C'est du mucus en fait qui contient donc des acides aminés et donc des protéines, des acides aminés et donc de l'azote, et donc c'est fertile. Et là, beaucoup de la fertilité des sols vient donc de ces acides aminés. Bref, ciao ciao la courge, slaoui, massue d'Hercule ou calebasse de Sicile, c'est un des nombreux noms. Ciao, demoiselles. Je vous prends, messieurs, dames, les vers de terre, car ce sont les hermaphrodites, donc on peut leur dire bonjour, monsieur, madame. Et je vous emmène voir l'installation, pour le coup, d'élevage de vers de terre. Vous savez, c'est ce qui reste. Leur petite sucrerie, là. C'est des bousses de vache. Ouais, je sais, c'est très réjouissant. Des bousses de vache et surtout du marc de café que j'ai récupéré sur la route. Donc le marc de café, ils adorent, c'est comme du chocolat pour eux. Le marc de café, c'est juste une tuerie pour les vers de terre. Donc je vais vous emmener voir l'installation d'élevage de vers de terre. Et comme ça, j'espère que le vent n'est pas trop violent. Et en passant, je vais vous montrer l'installation de la première planche de culture. Quoique, ça fait un petit peu lourd là le marc de café, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Donc je l'en emmènerai la prochaine fois. Je vais juste vous présenter l'installation pour l'instant. Donc ça, c'est encore une fois le petit potager tel qu'il était à l'époque. Enfin tel qu'il est, hein, tel qu'il a été fait dans un premier temps. Et puis ça, c'est le nouveau potager selon la méthodologie des potagers en carré à la française de Anne-Marie Nagé-Lessène. Et donc là aujourd'hui, on a fait les premières plantations. Voilà, des tomates ici. On a mis 2 plants de tomates. Ça, c'est une courge slaoui. C'est le même que le slaoui que vous avez vu là. Les feuilles sont super douces. C'est incroyable. Rien à voir par exemple avec une feuille d'autres courges quoi, ou de courgettes. Les feuilles sont pas rêches du tout. Elles sont super douces. C'est assez incroyable. C'est vrai que c'est assez typique des feuilles, du feuillage des courges slaoui. Là, c'est je ne sais pas quelle salade. Je me souviens pas. Ça, c'est du basilic. Ça, c'est des aubergines. Ça, c'est du poivron. Ça, c'est des bonnes vieilles salades. Hein. Les salades... j'ai oublié leur nom, ça c'est encore des aubergines. Et là je me souviens pas, c'est Alain qui a mis tout ça, là d'ailleurs ils sont partis, Alain et Marie-Christine, et donc on a définitivement adopté ce système des Zoya là qui fonctionnent avec cet astucieux, ingénieux système en fait de flotteur qui permet de connaître le niveau de l'eau. Quand ça descend à la moitié,
Et ben c'est simplement que on est, enfin quand ça descend au niveau de la marque rouge, et ben ça veut tout simplement dire qu'on est arrivé à la moitié du niveau de l'eau. Donc il serait temps de commencer à penser à le remplir. Et donc voilà, on en a 8 par planche de culture, par bac de culture. Et c'est comme ça en fait qu'on va s'assurer qu'on a toujours de l'humidité et que les pieds en fait, mais sans évidemment baigner dedans, mais qu'elles ont toujours accès à de l'humidité. Et ce paillage-là, qui est pour l'instant assez fin, hein, je crois qu'il doit y avoir là peut-être 2 cm, même pas, 1 cm et demi, 2 cm de paillage, ça va permettre de faire en sorte que la terre reste toujours humide. Comme vous pouvez le voir là, entre cette terre qu'on a paillée ici et cette terre qui n'est pas paillée, on peut clairement voir la délimitation. Là, c'est plus sombre et puis là, c'est plus clair, tout simplement parce que le soleil a directement frappé sur la surface. Et ce que ça fait en fait, c'est que ça assèche. Et quand ça assèche, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour la vie en règle générale, que ce soit la vie microbienne, la vie bactérienne, la vie mycorhienne, bref, les champignons. Et donc c'est hyper intéressant de voir à quel point est-ce que, avec quelques systèmes un petit peu astucieux, ça s'appelle des Zoyas, vous en voyez là-bas qui sont pas encore enterrés. C'est des cruches en fait, des cruches en terre cuite qu'on enterre ensuite. Et donc ça vaut rien du tout, ça coûte rien du tout quoi, comparé à des systèmes beaucoup plus perfectionnés pour maintenir la terre toujours humide, etc. avec un timer, etc. Bref, ça peut être extrêmement complexe, comme ça peut être extrêmement simple en fait, avec très peu de moyens, avec de la paille, avec de la fumure, du fumier, et puis quelques bouchons de liège et des ponts en terre cuite. Donc voilà où on en est aujourd'hui en termes d'appropriation de cette technique des potagers en carré à la française telle qu'elle a été mise au point par Anne-Marie Nagé-Dessène. Nous, on l'a un petit peu modifiée. Bien évidemment, on est encore tout ce qu'on fait en fait, c'est des expérimentations pour l'instant. Mais donc, a priori, le fait qu'on mette les Zoyas comme ça, et le fait qu'on fasse ça dans des bacs en briques de terre, pas cuites pour le coup, séchées au soleil, recouvertes en fait d'un torchis à base de paille de terre qui du coup sèche au soleil, et qu'ensuite on va recouvrir à l'intérieur de chaux et à l'extérieur d'un enduit également de terre, et ben ça c'est une adaptation qui est plus spécifique aux conditions ici au Maroc, dans le sud Maroc, vers Marrakech, où le climat est plutôt, moins qu'on puisse dire, j'espère que le son passe bien malgré le vent, le climat est pour le moins aride. Donc ça, c'est des arbres bien sûr qui ont été plantés et qui existent derrière. Si vous voulez, c'est des steppes comme ça, des collines plutôt des collines, je ne sais même pas si c'est des steppes, mais où il n'y a quasiment rien qui pousse. Il n'y a que quelques buissons par-ci par-là, de plantes extrêmement grasses. Et donc voilà, ça, c'est notre tentative pour essayer de produire une culture maraîchère avec une densité plutôt élevée au mètre carré, pour optimiser en fait l'utilisation des ressources au sol, que ce soit l'eau ou le paillage, tout en ayant ici des allées entre les planches ou entre les bacs de culture qui vont du coup certainement être mulchés également, afin de restructurer le sol, car le sol est il est très peu poreux, il est extrêmement tassé, extrêmement dense, donc il y a peu de chances pour qu'on réussisse à faire prendre une culture, on va dire, de couverture comme ça, de type gazon, aisément, parce que le sol est extrêmement tassé. Donc il y a peu de matière organique et c'est essentiellement minéral. Donc dès qu'il y a de l'eau, s'il y a une grosse pluie, ça risque de tout lessiver, sauf évidemment si on a affaire à une culture, à une graminée comme ça, dont les racines s'ancrent très profondément. Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer ici, de voir. Mais a priori, ce sur quoi on va partir, ça va être certainement un paillage ou un mulchage assez fort, assez épais, avec donc soit de la paille, soit du BRF, du bois raméal fragmenté, c'est-à-dire du bois qu'on a cassé en petits morceaux. Bon, ça va donner de la paille, mais imaginez une branche de bois, prenez une branche de bois, on la casse en petits morceaux pour que ça commence en fait à se
se désintégrer, en tout cas à se réduire petit à petit, à être digéré par le sol, par la vie bactériologique du sol, par les champignons qu'il y a dans le sol, et donc que ça commence à s'intégrer dans le sol. Donc on va certainement, il y a toutes les chances pour qu'on parte sur plutôt une couverture de ce type-là, d'autant plus que Guillaume est... Salut, ça c'est Karima qui du coup est en charge de tous les aspects liés à l'hospitalité, et même la cuisine. Elle nous fait des plats. J'ai le ventre là, je mange bien. On mange super bien ici au Jardin de la Santé. Et donc, il y a toutes les chances pour qu'on parte sur une couverture de type mulchage partout, afin de régénérer le sol et à l'image en fait de ce qu'on fait Béatrice de l'aloe d'Agafay, qui ont fait exactement ça. Ils sont partis d'un sol aussi tassé, aussi dégradé que celui-ci, d'un terrain aussi dégradé que ça. Et là, ils ont 1 mètre de complexe argilo-humique. Donc 1 mètre de terre vivante, quoi, avec des vers, avec une vraie vie, quoi, une vraie vie. Ils ont des vers de terre qui sont revenus. Ils en ont même pas inoculé. Ils ont juste des vers de terre qui sont venus. Et c'est ça le mystère, en fait. C'est comment est-ce qu'ils viennent. Parce que les vers de terre, en fait, c'est dépendant d'un écosystème très fragile. C'est dépendant des bactéries, c'est dépendant des champignons, c'est dans ça, elle est littéralement de zéro. C'est zéro probabilité. Car la juste trop passé. Ils ne peuvent pas vivre là-dedans. Il n'y a pas de. C'est que minéral. Il n'y a rien d'organique. Il n'y a rien de. Il n'y a pas d'humus. Donc c'est assez miraculeux, je dirais, ce que vous a expliqué. Que eux, en fait, l'explication qui lui est donnée, c'est que ce sont les oiseaux qui les amènent. Les oiseaux mangent en fait les vers de terre quand ils sont pas assez il y a une zone de turbulence devant, effectivement. Lorsque les vers de terre mangent, en fait, sont mangés plutôt par les oiseaux, eh bien, il y a toutes les chances pour que ce petit clitélium que je vous ai montré, qui en fait crée en fait un œuf, un cocon dans lequel il y a 1 ou des œufs de vers de terre, et bien il y a toutes les chances pour que en fait ils ne réussissent pas à le digérer et qu'ils le recrachent. La nature est tellement bien faite. Donc quand il le recrache, quand ça sort, le ver de terre quand il est enfant, et que le lombric quand il est enfant, il est quasiment équipé de la même chose que l'adulte. Il est capable de faire tout ce que fait l'adulte sauf se reproduire, car le clitélium n'est pas encore formé. Mais à part ça, il est complètement autonome. Donc en fait, il suffit qu'un ver de terre sorte d'un œuf pour qu'il soit autonome pour manger, pour tout faire, pour déféquer, donc pour consommer du sol, pour ingérer du sol. Et lorsqu'on sait qu'un ver de terre ingère et digère donc son poids en terre quotidiennement, c'est énormissime. Donc je ne suis plus désormais surpris. J'ai le micro tout en avançant. Je suis moins surpris du coup désormais de cette capacité des vers de terre de repeupler un certain lieu, alors qu'il y avait 0 vers de terre jusque-là. Mais, et c'est là en fait où l'élevage qu'on va faire des vers de terre est certainement très important, sera certainement, je pense, très utile. C'est que il y a essentiellement 3 types de vers de terre. C'est pas des espèces, c'est juste des types en fait. Ils ont des usages différents. Ce qu'on appelle des épigées. En surface. En surface. Donc G, c'est géologie, donc c'est à la surface de la Terre. Les épigées, qui sont ces petits copains que j'ai. Il y a également les endogènes, qui sont à l'intérieur de la Terre et qui n'en sortent pas. Eux, ils restent à environ 10 cm, au moins 10 cm sur le sol. Le troisième type de vers de terre, qui sont très importants, plus lentement, parce qu'ils
ils ont un cycle de reproduction parce qu'ils se font moins souvent manger, pour le coup, que les endogés, que les épigés, pardon, qui eux se font manger tout le temps. Beaucoup, en fait, ils ont beaucoup de prédateurs. Les anéciques, c'est ce troisième type de vers de terre, qui sont donc à l'intérieur de la terre et qui remontent tout en haut. Ah mince, on n'entendait pas, il y a trop de vent, j'espère qu'il n'y a plus de vent. À partir d'où est-ce qu'on n'entendait plus? Merci de vos feedbacks sur le son. Et donc, ces trois types de vers de terre, les anéciques, qui sont donc ceux qui vont faire le travail qui est le plus important en fait pour la régénération des cellules, c'est le travail en fait de labour. C'est eux en fait qui vont prendre la terre qui est au-dessus, ou en tout cas la matière plutôt organique qui est au-dessus, et qui vont l'emmener en bas en fait, qui vont l'emmener en fait sous la terre en fait, tout simplement. Ils vont remonter jusqu'en haut, faire des galeries verticales. Hop, merci. Donc là il n'y a plus de vent. De toute façon on est arrivé là où je voulais vous emmener. Chez nos copains les vers de terre dans leur maison pour l'instant, en tout cas c'est là. Certainement que par la suite on va creuser en fait sous terre en fait à peut-être 2-3 mètres afin de leur mettre leur maison, leur bac plutôt d'élevage et leur mettre en fait plus bas pour qu'il n'y ait pas en fait de changement de température. Hop. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de changement de température. Car à partir de 3 mètres sous le sol, il n'y a plus trop de changement de température, on est tout le temps à plus ou moins 20 degrés, un truc comme ça. Et eux, ils ont besoin d'être à 20 degrés. Donc, les vers de terre les plus importants, le type de vers de terre les plus importants pour labourer la terre et donc régénérer une terre qui, plus bas en fait, est très minérale et en haut est plutôt organique, et bien faire descendre la matière organique pour l'amener en bas, ce sont les anéciques, qui sont donc ces vers de terre qui font des galeries verticales, par opposition aux endogés qui, eux, font des galeries horizontales, et aux épigés, qui sont donc ces petits copains là que je vous ai présenté déjà, et puis tous les autres là qui vont rejoindre, qui eux en fait ne font quasiment pas de galeries, qui restent vraiment en surface et qui digèrent en fait les matières organiques pour les minéraliser. Et donc c'est ces trois types de vers, les épigés, les endogés et les anéciques, qui permettent d'avoir une véritable terre autonome, fertile, sans besoin en fait de quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait ces trois types de vers. Donc là, pour amener les endogés et les anéciques, c'est compliqué. Surtout les anéciques, c'est extrêmement compliqué. On ne peut que espérer qu'ils arrivent, parce qu'ils vont arriver en fait du bas. Ils vont arriver par les tréfonds, je dirais, de la terre entre guillemets. En tout cas, on ne peut pas les introduire par en haut. Alors que les épigés, on peut. Et donc c'est ce qu'on fait là. On a enclenché cet élevage avec très peu de vers. En fait, c'est essentiellement du lombricompost avec quelques vers qui étaient dans le sac de cette boîte donc, qui s'appelle Green Solution Maroc. Green Solution, qui ont donc été assez aimables pour me laisser quelques vers dedans. Normalement, ils les enlèvent, mais là, ils m'en ont laissé quelques-uns. Et donc, avec les quelques vers qu'on a trouvés dedans, on est en train donc d'enclencher cet élevage. Faut espérer que ça prenne. C'est pour ça que ce qui est très important pour faire un élevage, c'est qu'il y ait une bonne litière. La litière, c'est ça. Voilà. C'est normalement dans la nature, ça va être des feuilles mortes, ça va être du bois en décomposition, ça va être des fruits en décomposition, des fleurs en décomposition, et ça va être la litière des vers, et ils vont tout le temps être plus ou moins là, c'est-à-dire à 2-3 cm sous la terre, peut-être 5, mais pas plus. Ils restent plus ou moins en surface, c'est pour ça on les appelle les épigés. Là, ce qui est important, on va leur rajouter de la nourriture au fur et à mesure, et la nourriture qu'on va leur mettre, on va leur mettre dans un coin ou dans un autre, ou enfin, on va pas étaler, par exemple, imaginez que j'ai plein d'épluchures de courgettes, et je ne vais pas leur étaler toutes les courgettes là, sur tout de manière uniforme. Pourquoi? Parce que si les courgettes en fait ne sont pas suffisamment décomposées et qu'elles commencent à fermenter,
et que cette fermentation provoque en fait de la chaleur, que ça se met en fait à chauffer, eh bien les vers de terre, ils n'aiment pas la chaleur, ils n'aiment pas le froid. Ils aiment bien rester toujours plus ou moins à la même température d'une vingtaine de degrés. Quand il fait trop chaud, en fait, ben, ils descendent, et puis quand il fait trop froid, eh ben, ils remontent. Et donc c'est cet équilibre en fait qui va leur permettre non seulement de se nourrir correctement, mais également et surtout, et c'est ça qui nous intéresse, de se reproduire correctement. Car c'est pas tant pour faire du compost qu'on fait cet élevage, c'est pas pour faire du lombricompost, mais c'est vraiment pour qu'ils se reproduisent et que du coup, ben, ils se multiplient et qu'on puisse les inoculer dans les différents bacs, dans les différentes planches de culture que je vous ai montré là-bas tout à l'heure, pour que le processus en fait de compostage, le processus de transformation de la matière organique en matière minérale ne puisse en fait se faire. Et effectivement, Christelle, comme tu nous le dis, les poireaux, les oignons, l'ail, tous les aillacés, tout ce qu'on appelle les aillacés, sont vermifuges en fait. Donc ça tue les vers. Et également les agrumes, les citrons, les oranges, ce genre de trucs, ça, les vers n'aiment pas. C'est trop acide pour eux. Ça va pas forcément les tuer, mais ils aiment pas. Par contre, les aillacés, oui, ça risque de les tuer. Donc voilà, quand on introduit de la nourriture, il faut le faire en fait par petites quantités et dans des coins, surtout quand ils sont pas très nombreux, car là ils sont vraiment pas nombreux, donc un déséquilibre trop fort pourrait tuer tout le monde, et on veut bien évidemment pas ça. C'est pour ça que je leur ai fait là une grosse litière, c'est-à-dire qu'il y a non seulement leurs excréments là, ça c'est leur compost en fait, le compost que eux ils ont fait, et en plus, il y a donc ce carton humide. Il faut que ce soit toujours humide. Si c'est sec, les vers de terre ne peuvent pas survivre. Il faut toujours un petit peu d'humidité. D'ailleurs, leurs excréments là, le compost en fait qu'ils produisent, leurs sels sont extrêmement humifères. Ça capte l'humidité. Ça capte énormément d'humidité. Donc, c'est ce genre d'environnement dont ils ont besoin pour qu'ils puissent eux-mêmes rester humides. S'ils sont pas assez humides, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'ils s'agglomèrent tous ensemble. Je l'ai vu parce que j'avais laissé leur petite boîte là un petit peu trop au soleil à un moment, j'avais pas fait attention. Et donc ils s'agglomèrent tous ensemble comme si ils voulaient être tous ensemble en fait. Ils se regroupent tous dans un coin et ils se collent les uns aux autres pour que l'humus, pas l'humus plutôt, le mucus des uns et des autres puisse humidifier. Ils puissent humidifier les uns et les autres. Voilà. Donc c'est assez surprenant comme, enfin surprenant non, c'est assez fascinant plutôt comme animal. Et je me rends compte à quel point en fait ils sont fondamentaux pour notre propre vie en fait. C'est essentiel les vers de terre. Le travail de labour qui est fait par l'agriculture, il n'y a rien de naturel. A, c'est ce qui enlève. Gris, c'est la graine. Et culture, bah, c'est la culture. C'est la culture en fait qui a enlevé le rapport à la graine, le rapport au vivant. Eh bien, l'agriculture n'a rien de naturel. L'agriculture en fait a tenté de se substituer aux lois de la nature pour faire, soi-disant, le travail d'une meilleure manière. Mais c'est faux, en fait. Les meilleurs laboureurs, ce sont les vers. Surtout lorsqu'ils fonctionnent, pas surtout, en fait, ils ne peuvent pas en être autrement, lorsqu'ils fonctionnent en harmonie avec le reste de la faune, avec les bactéries, avec les microbes, avec les champignons, et que ça crée des mycorhizes avec les plantes, et que on a énormément, en fait, de vie. Donc le fait de labourer manuellement, c'est la pire chose qu'on puisse faire pour une terre, parce que dès lors qu'on commence à la retourner, on tue toute vie dedans. Et ça, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas évident il y a encore 20 ans, mais qui aujourd'hui est une pure évidence. On tue la vie lorsqu'on laboure. Voilà. Donc dès lors qu'on se met à retourner la terre, on casse les galeries des vers, on tue en fait les liens qu'il y a eu entre des systèmes racinaires et des champignons, on empêche en fait le processus naturel d'oxygénation et donc de dégradation des substances organiques pour devenir des substances minérales et donc former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. On empêche ce phénomène de se faire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Forcément, on doit rajouter des engrais. Et lorsqu'on rajoute des engrais, ce qui se passe ensuite, bah, c'est que les plantes deviennent dépendantes à ces engrais au lieu de développer une symbiose avec petits trucs là, je sais pas d'où il vient. Voilà. Bam, parti. Au lieu de développer en fait des symbioses avec les champignons, avec les bactéries, tout ça, ben c'est plus efficace pour eux, vu qu'on leur donne des engrais, de se nourrir directement depuis les engrais. Donc on casse en fait le rapport naturel qu'il y a entre les différents éléments du vivant. Donc
immédiatement, oui, on a oxygéné la terre, l'eau va pénétrer dans la terre, donc ça donne des bons rendements, le fait d'avoir labouré la première année, peut-être même la deuxième année, mais ensuite, ça ne marche plus. Donc on doit mettre de plus en plus d'engrais. Et quand on met de plus en plus d'engrais, eh ben, que les plantes, en fait, elles ne sont plus protégées par tous les microbes, tous les champignons, etc., qui ont intérêt à ce que la plante soit vivante, parce qu'elle leur est utile. Et comme ils y ont intérêt, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent son immunité. C'est tout ce système en fait qui est complètement détruit, cette symbiose qui est détruite, et donc la plante a moins d'immunité. Et comme elle a moins d'immunité, on se retrouve en fait à avoir tout plein de maladies qui l'attaquent, qui peuvent l'atteindre, parce que il y a moins de symbiose avec le vivant, et donc il faut désormais des pesticides. Et voilà, on est rentré dans un cercle infernal. Et c'est ça malheureusement dans quoi l'essentiel de l'agriculture aujourd'hui moderne, intensive, même extensive, c'est-à-dire sur des énormes distances avec des rendements élevés, des énormes surfaces plutôt avec des rendements élevés, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne sans rapport au vivant et sur la base d'intrants chimiques extérieurs à l'écosystème. Donc, complètement dépendant de l'industrie du chimique. Et malheureusement, c'est toujours ça le drame, c'est que il y a une dépendance à une autorité entre guillemets extérieure à laquelle on est dépendant pour pour être euh, pour être pour être bien, tout simplement, pour notre bien-être, que ce soit l'énergie fossile ou que ce soit les engrais chimiques ou les pesticides, tout ça, ça reste malheureusement du domaine de la, de la, de la dépendance et donc d'une autorité extérieure qui peut décider de comment est-ce qu'on s'organise. Or, l'autonomie, eh bien, c'est justement de pouvoir s'organiser par soi-même et donc pour pouvoir être autonome, il faut développer des sols vivants. Et nos amis pour pouvoir le faire, ce sont ces fameux vers de terre. Voilà. Donc, il va être de plus en plus important dans les semaines, dans les mois à venir, de pouvoir vivre sur des sols vivants où en fait on n'a pas besoin d'intrants chimiques extérieurs, où on peut utiliser en fait nos petits amis du vivant, les vers de terre, les bactéries, les champignons, les microbes, pour en fait faire le travail de symbiose avec le vivant, avec les plantes, et que nous puissions en bénéficier. C'est vers ça en tout cas que le monde, de toute évidence, de demain, le monde autonome, je dirais, les, euh, les esprits libres dans des corps sains de demain, euh, c'est dans cela que nous vivrons, de toute évidence. C'est juste flagrant. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je commence à. C'est ma passion du moment. Je me dévore des lectures et des vidéos, des conférences sur le sujet. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est passionnant. Mais en tout cas, c'est vraiment en tout cas une évidence pour moi. On a tout intérêt à aller vers du maraîchage sur sol vivant, cultivé sur sol vivant. Bref, sur ce, on va réintroduire nos petits copains ici avec leurs autres copains. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de lumière, je suis désolé. J'aurais aimé pouvoir vous montrer bah tiens, on va peut-être faire ici ça, je crois qu'il y a un peu plus de lumière ici. Je sais pas si ça se voit, ouais, ça a l'air de se voir un petit peu. Et donc, on va les réintroduire. Je leur ai mis du marc de café hier. Ils adorent le marc de café. Il est là. Ouais, voilà. Ils sont un petit peu agglutinés dessus. Ici, là. Je l'ai mis juste dans un coin, vous voyez, là. Là. Le marc de café, c'était ça. C'est ça, ouais. Donc, ils adorent le marc de café. Et les cocos, je vous vois là vous faire des bisous. Voilà, donc là on voit un magnifique lithélium. Donc ça va donner des beaux bébés. C'est incroyable ces animaux. On pourrait, de prime abord, comme ça, être dégoûté parce que ça bouge, parce que c'est visqueux, parce que je ne sais quoi, mais en fait ce sont les petits artisans de la vie. C'est eux en fait qui, qui façonnent les sols et je leur suis extrêmement reconnaissant. Voilà, un magnifique lithélium là, qui va donc nous donner un œuf à un moment ou un autre, un cocon avec plusieurs œufs à l'intérieur, mais typiquement il y a juste un seul œuf qui éclot. Bref, voilà. Je vous ai assez dérangé les gars. Et donc on va les libérer. Enfin les libérer. Ils sont libres hein, de toute façon.
ils sont libres de se nourrir, de se reproduire. Il y en a encore un petit peu ici. Je vais essayer, je ne veux pas trop les toucher avec mes doigts pour pas les malmener, risquer de les malmener, même si, parce que j'y vois rien. Voilà, c'est bon. Et bien voilà, messieurs, dames, les vers de terre. Je crois qu'il devait bien avoir une petite trentaine ici. Je les ai passés au tamis en fait, parce que j'ai acheté, je crois, 3 ou 4 sacs. Et donc je les avais passés au tamis pour pouvoir commencer à les élever tout simplement. Ça fait pas beaucoup, une trentaine de vers de terre. Bon là il y en a un petit peu plus. Je sais pas si au total, là il y en a peut-être même pas 100, hein. Je crois même pas. Il doit peut-être y en avoir, 50, peut-être, je sais pas, ou 60, 70. En tout cas il y en a quelques-uns. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns. Et s'ils sont dans les bonnes conditions, de quelques-uns, ils vont devenir 2 fois quelques-uns. Leur nombre se double en fait tous les 2 mois. Tous les 2 mois, ils doublent en nombre. Donc si on a, généralement on compte en kilos, les gens comptent en kilos. Si on a 250 grammes de vers de terre, au bout de 2 mois, s'ils ont été dans les bonnes conditions, on a 500 grammes de vers de terre. Au bout de 4 mois, on a 1 kg de vers de terre. Au bout de 6 mois, on a 2 kg de vers de terre. Au bout d'un an, on a 4 kg de vers de terre. Voilà. Donc c'est comme ça, généralement, que ça fonctionne. Non, attends, je vous ai dit conneries. Non, pas du tout au bout d'un an. Au bout de 4 mois, donc on a 2 kilos. Au bout de 6 mois, on a 4 kilos. Au bout de 8 mois, on a 8 kilos. Et au bout de 10 mois, on a 16 kilos. Et au bout d'un an, on a 32 kilos, en partant de 250 grammes. Je crois que j'ai fait correctement mon calcul. S'il n'est pas bon, pardonnez-moi. Mais bon, voilà, ça vous donne une idée. Hein. C'est en fait exponentiel parce que ça se double tous les 2 mois. S'ils sont dans les bonnes conditions et qu'ils ont, voilà quoi. Ils ont la bonne température, ils ont le bon type de nourriture, ils se reproduisent correctement, le bon type d'humidité. Ça peut aller en fait assez vite. Donc voilà, je suis confiant. On n'a même pas 250 grammes. Je ne sais pas combien on a de grammes. J'aurais pu les peser d'ailleurs, j'ai pas pensé à ça. Mais voilà, on a une petite population d'une peut-être presque une centaine de. Presque une centaine. Je pense même pas qu'il y ait une centaine. Peut-être qu'il y a des œufs en plus, mais voilà. Donc là, ils partent vers leur nouvelle maison. Là, je sais pas si ça se voit, mais voilà, ils sont en train de partir. Donc toujours, lorsque on apporte de la nourriture ou lorsque on, bref, toujours remettre du coton, du carton un petit peu humide. D'ailleurs, je vais en profiter pour réhumidifier un petit peu. C'est encore humide, mais ça peut pas leur faire de mal, un peu d'humidité, un peu plus d'humidité. Il vaut mieux plus d'humidité pour les épigés que pas assez. Mais il ne faut pas non plus qui baignent dans l'eau non plus, hein, parce que sinon il n'y a plus d'air et donc ils ne peuvent plus respirer. Ils ont besoin d'air, les cocos. Et voilà, toujours recouvrir, comme ça permet d'éviter que les mouches viennent pondre leurs larves sur la matière organique, surtout quand on les nourrit en fait. Toujours recouvrir ensuite la nourriture de carton. Bon, c'est du carton, hein, mais ça pourrait également être des feuilles, des branches, bref, une matière où il y a surtout du carbone dedans et pas trop d'azote, parce que l'azote c'est ce qui va fermenter, le carbone c'est ce qui va sécher. Donc voilà, toujours bien humidifié. Et je vais donc leur mettre un petit peu d'eau. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Ma vie avec les vers de terre. Vis ma vie avec les vers de terre. Et... Bon, en tout cas, je trouve ça passionnant. Je trouve ça absolument génial, le rapport qu'on peut avoir avec le vivant qui nous nourrit, en fait. Et ouais. Ce corps vient de la même... ce corps-là qui nous permet d'avoir une expérience humaine vient de la même origine, en fait. La décomposition. La décomposition. Et ce corps, une fois qu'on en aura fait plus ou moins bon usage, il va retourner à la même source, quoi. Ça va redevenir de la nourriture pour les vers de terre. C'est incroyable. Moi, personnellement, ça me... Ouais, c'est pas morbide, loin de là. Mais il faut reconnaître que ce corps, avant d'être comme ça, eh bien, d'une manière ou d'une autre, c'est grâce à la décomposition, grâce à ce qu'on pourrait appeler la mort, mais qui n'est pas la mort, c'est juste le changement en fait de forme,
C'est-à-dire qu'une forme de vie assimile une autre forme de vie. C'est l'amour en fait. C'est qu'une forme de vie renonce à sa forme pour faire partie d'une autre vie, d'une autre forme de vie. Ça change de forme. Et donc, ce processus-là, qui est un processus miraculeux, éminemment alchimique, dans le sens où il n'y a plus de forme en fait, c'est une transmutation. C'est même pas une transformation, c'est une transmutation. Il n'y a plus rien de la forme précédente. Et bien, c'est juste fascinant. Et ce corps physique, qui nous permet d'avoir une expérience humaine, un corps émotionnel, sans ces petits êtres, ces petits vers, les bactéries, les microbes, les champignons. Sans tout ça, on ne pourrait pas faire cette expérience. Donc, moi, je suis extrêmement reconnaissant envers tous ces êtres-là que je découvre, que j'apprends en fait à découvrir de plus en plus là, que je découvre plutôt et que dont j'apprends à apprécier le rôle. Et voilà quoi, me sentir extrêmement reconnaissant pour leur existence en fait, pour dépasser, bon c'est gluant, c'est je ne sais quoi, c'est ouais, on peut pas dire que c'est beau comme, je sais pas, on regarderait un pan, on dirait c'est beau, même si le pan il te regarde comme ça, mais c'est pas, on peut pas dire que ce soit particulièrement majestueux, voilà, mais c'est quand même passionnant, c'est juste énormissime. Donc voilà, un petit peu d'eau, pas trop, parce que il n'y a pas besoin forcément de trop. J'ai arrosé, je crois hier. Bah oui, on l'a mis en place hier, ça seulement. Donc voilà, pas plus que ça. Il vaut mieux qu'il y en ait un petit peu trop que pas assez. Et bien voilà, c'en était tout pour mon tour des jardins de la santé avec mes vers de terre, mes petits amis, mes meilleurs petits amis, mes meilleurs amis pour la vie. Ils sont vraiment nos meilleurs amis pour la vie. Hein. Ce sont nos alliés qui nous permettent en fait d'être autonomes, de ne pas être dépendants d'industries chimiques qui nous vendent les mêmes saloperies depuis la Seconde Guerre mondiale, que ce soit sous forme de médicaments, sous forme d'engrais ou sous forme de je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas, il faut savoir que c'est la même industrie mortifère qui a fait suite à la Seconde Guerre mondiale, qui a donné autant les engrais chimiques que les produits pharmaceutiques. Donc pas surprenant qu'ils soient en train d'essayer de conquérir des parts de marché et de se faire la guerre, que ce soit dans les criminaux ou dans les laboratoires, pour que les médecins, pseudo-médecins certains, prescrivent leur poison. Bref, voilà, et je me rends compte qu'on n'est pas tombé sur nos amis de... Ah si, ils sont là, ils sont dans la pépinière, voilà. Ah bah tiens, c'est l'occasion, je vais vous montrer la pépinière aussi. Ah bah ça va me faire un bon tour, hein, une bonne vidéo là. Donc ça c'est la pépinière, on montre les sons. Donc il y a une serre par-dessus. Hello! J'étais en train de faire un tour avec les vers de terre pour montrer à tout le monde comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est Khalid, c'est lui qui gère le lieu, c'est lui qui est en charge de superviser tout ça. Ça c'est Guillaume qui est donc avec Béatrice à l'origine. Non, Béatrice était à l'origine et puis Guillaume l'a rejointe de l'Aloe d'Agafay qui est donc un lieu à 1 heure environ d'ici, ils sont venus nous rendre visite aujourd'hui. Et puis là c'est Karima qui est la petite fée qui œuvre en cuisine et qui est en charge de l'hospitalité, d'accueillir tout le monde avec un magnifique sourire et un cœur énorme. D'ailleurs, Karima, ça veut dire généreuse en arabe et ça lui va très très bien. Donc voilà, j'étais en train de montrer les vers en fait que j'ai fait émigrer depuis la cuisine jusqu'à leur nouvelle maison d'élevage. Donc ouais, il manque des chevaux, il y en aura bientôt. Il y a une petite ânesse qui est quelque part. Elle est dans le doigt, elle va faire des tours. C'est une ânesse libre. Vous avez vu la pépinière alors? Super.
Ouais, allez. Je vous montre rapidement la pépinière et puis ensuite on va... Hein? Bien sûr. Je vous montre rapidement la pépinière et puis on va voir le compost. Donc voilà, où sont faits les nouveaux plants. Donc là, c'est des plants de brocoli que j'ai préparés aujourd'hui. Ça va être super important, je vous en parlerai dans quelques jours. C'est ce qu'on appelle le faux mimosa ou Leucaena. Leucaena secofolia, je sais pas quoi. C'est un arbre incroyable. C'est un arbre en fait qui permet de littéralement refertiliser les déserts. C'est incroyable. Je vous en parlerai en détail dans quelques jours. Et ça, c'est la courge Slaoui. Le gros truc là que je vous ai montré, la grosse courge là au début, c'est ça. Là, j'ai planté également des papayes. Et puis là, voilà, on voit des poivrons, des tomates là qui ont un petit peu pris cher là. Ça, c'est du tétragone. Ça, je ne sais pas d'ailleurs, tiens. Et ça, donc, c'est des petites laitues, il me semble. Et ça va être certainement des melons, comme ça. Donc voilà, un paquet de trucs. Mais je vous en dis pas plus là. On reverra la pépinière en détail un autre jour. Je suis dans quelle région, Maha? Je suis là, c'est dans la région de Messa. Messa, c'est à 40 km au sud de Marrakech. C'est les Jardins de la Santé, qui est un lieu qui a été créé par un médecin qui s'appelle Cyril Gacon, qui a donc créé ce lieu il y a 15 ans. Et je ne sais pas dans quelle mesure en fait Irène Grosjean a été également à l'origine de ce lieu, mais c'est ici qu'Irène en fait donne ses ateliers au Maroc. Ah, j'ai raté la visite du compost. Ah oui, bien Tu sûr. peux nous refaire? Oui. Vas-y. Voilà, donc c'est du compost, des branches, et de la terre et de l'eau. C'est tout. On laisse 2 mois, 3 mois pour voir. Mais quand même, c'est notre première expérience. Et Inch'Allah, on verra avec Monsieur Guillaume. Je sais que c'est un expert. Il va nous aider à faire mieux. Inch'Allah. Et aussi avec toi, Monsieur Item. Voilà, c'est un endroit qui peut recevoir beaucoup de monde, Inch'Allah, qui ont des idées, qui aiment la nature et sont les bienvenus. Voilà, Voilà, c'est... merci. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Vous êtes les bienvenus. Le nom de cet arbre extraordinaire, c'est Leucophelia. Je vais l'écrire, je le mettrai en description avec un lien vers un PDF qui explique exactement l'intérêt de cet arbre. On l'appelle également le faux mimosa. C'est vraiment un arbre hyper important. D'ailleurs, Guillaume peut peut-être nous en dire cet arbre. Sur le Leucaena. Ouais, Le Kenya, oui, il s'adapte tout à fait dans le contexte du pays. Il pousse dans des conditions extrêmes de chaleur, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Il fait du bon bois et de la feuille, enfin voilà, et du fourrage, il azote le sol, enfin, il a plein de qualités, ouais, vraiment. Et c'est considéré comme une plante invasive. En fait, ça fait partie des 100 plantes les plus invasives du monde. Donc ça pousse tout seul, quoi. Littéralement, pour peu qu'il y ait un petit peu d'eau et les bonnes conditions, disons, de climat. Mais ici, on a largement les bonnes conditions parce qu'il fait chaud. Il faut juste un petit peu d'eau et puis c'est parti, quoi. Tout à fait. Et c'est parti. Voilà. Et ensuite, comme c'est un arbre en fait qui fixe, mais je vous en parlerai en détail, donc je n'en dis pas plus. Sachez juste que c'est un arbre ultra puissant pour reverdir, enfin pour régénérer les sols dégradés et permettre en fait de restaurer de la fertilité dans les sols qui étaient dégradés. Le système racinaire permet de briser en fait les modes, enfin, les sols. Je vous en dirai plus. On certainement lundi. Voilà. J'aimerais bien jeter un œil quand même sous le compost, enfin sous la bâche du compost. On voit pas grand chose. Par contre, on voit une magnifique courge là qui essaye de. Voilà, ça typiquement, c'est une graine qui était contenue voilà, dans le fumier quoi, qui prend. Et ça, les courges, elles adorent faire ça. Elles adorent partir les composts, les courges, les tomates, les trucs comme ça. C'est juste merveilleux. Ça sent le thym. Eh ben oui, forcément, ça rate pas. C'est quoi ça? C'est de la sarriette ou du thym? Ah ouais. On dirait de la sarriette. En tout cas, l'odeur. Tu reconnais C'est comme l'armoise. l'armoise qui a cette odeur? Ça, c'était coupé. Désolé. Tous bouture, nous dit Guillaume.
Donc ça en fait c'est une armoise en fait qui ressemble en fait dans son odeur à une épice en fait qu'on utilise pas mal dans la cuisine libanaise. Ça se dit za'atar, mais c'est le même nom en fait que le za'atar qui correspond à l'origan ici au Maroc et ou au thym, à l'origan, un truc comme ça. Ouais, au thym plutôt qu'à l'origan. L'origan c'est zaïtra et ça y ressemble vraiment. Et c'est pas un truc que je sens régulièrement ici. Donc je suis curieux de le faire en tisane et de voir ce que ça va donner. Et apparemment ça se bouture aussi, nous dit Guillaume. Merveilleux. Et donc dans 2 semaines, une dizaine de jours, on ira visiter chez Guillaume et Béatrice à la Loué d'Agafay parce qu'ils ont sur 3 hectares en fait réussi à régénérer les sols et à faire un truc assez incroyable comme je vous le disais tout à l'heure. Donc hâte de voir ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous toucher un mot sur le système d'irrigation que vous avez mis en place avec les Zoya? Avec les Zoya, donc on a auprès d'un petit peu des Zoya, un petit blanc et puis on a fait j'ai utilisé le système goutte à goutte en fait en mettant des petits tuyaux qui viennent alimenter chaque Oya, chaque arbre, comme ça évite la contrainte de venir remplir les pots parce qu'on a 600-800 pots peut-être sur tout le terrain, donc c'est énorme. Donc système goutte à goutte avec un petit tuyau goutte à goutte de 6 qui alimente chaque pot et on a juste à ouvrir une vanne et voilà, ça se remplit automatiquement. Et comment vous savez à quelle fréquence il faut remplir? C'est un peu au feeling, je mets mon doigt au pied des pots et puis je ressens s'il y a encore de l'eau ou pas dedans, ou sinon on ouvre le couvercle sur le dessus, on voit tout de suite s'il y a encore de l'eau. Et est-ce qu'à chaque fois que tu ouvres la vanne, ça remplit les 600 Zoya ou est-ce que tu as des circuits où tu peux choisir? Non, il y a des circuits, c'est réparti par secteur, mais je peux pas tout arroser parce qu'on a que 10 mètres cubes d'eau par jour. Ça circule. Donc c'est extrêmement sophistiqué tout en étant extrêmement rustique, extrêmement, on va dire, simple et, euh, et traditionnel comme technique. On pourrait presque parler d'archéofuturisme, vraiment. Il y avait un anthropologue qui avait mis au point, qui avait créé ce terme-là, et c'est vraiment vers ça qu'on va, un retour en fait vers une utilisation de ce que l'on sait utiliser depuis longtemps, mais qu'on avait négligé au bénéfice de technologies plus modernes, mais qui en fait nous permettent d'aller vers un futur où on est bien plus autonome et bien plus surtout relié à notre véritable nature, hein. Celle qui est à l'extérieur est la même que celle qui est à l'intérieur. C'est juste que la plupart du temps on l'ignore. Donc là on est en train de redécouvrir des trucs ancestraux, mais qui fonctionnent, quoi. Yes. Je ne peux qu'approuver ce que tu dis. Eh ben merci à toi Guillaume. Je t'en prie. Et puis hâte de venir te voir à Loué d'Agafay et puis découvrir le petit paradis que vous avez créé, toi et Béatrice. Avec grand plaisir Yes. de partager notre expérience. Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Bon, je vous remontre la vue depuis notre potager en carré à la française ou à la marocaine même, je devrais dire. Ça commence à devenir à la marocaine, mais bon, il y a toute la méthodologie qui est clairement française. Ah tiens, une magnifique... C'est ce qu'on appelle des figues de Barbarie, ces cactus-là qui créent donc ces magnifiques fleurs
Bref, voilà, depuis le jardin de la santé à Ulfheim, où nous attendons juste la chaux là, pour pouvoir tapisser à l'intérieur et continuer à mettre de la terre et avancer nos cultures. C'est comme ça qu'on va descendre jusqu'en bas avec par la suite un étang plus bas et qu'on va tâcher de reverdir, et pas que reverdir, mais littéralement refaire vivre la terre. C'est très un petit peu désolé, mais pas désolante, parce que c'est plein de potentiel. Et sur ce, mes chers amis,